La France est divisée, on le sait. Il y a la fracture sociale, il y a la fracture identitaire et peut-être bientôt aujourd'hui la fracture générationnelle. La guerre des générations, c'est un débat qui monte dans l'espace public. D'un côté, il y aurait les jeunes actifs fatigués, épuisés de financer un système de retraite défaillant et qui ne peuvent plus espérer vivre aussi bien que leurs parents. Et de l'autre, une génération de baby-boomers qu'on accuse d'être privilégiés et qui, eux, estiment à bon droit mériter leur retraite. Alors, avec mes invités cette semaine, on va explorer toutes les facettes de ce débat brûlant. Les inégalités intergénérationnelles sont-elles une réalité dans notre pays ou bien un fantasme ? En quoi le grand vieillissement qui affecte la France a des conséquences politiques ? Sommes-nous en train de devenir une gérontocratie ? Et enfin, est-ce que la réforme de notre système de retraite pourrait permettre justement d'éviter cette guerre des générations ? On en débat tout de suite dans le club Le Figaroïdé. Bonsoir à tous, merci d'avoir accepté mon invitation pour répondre à ce débat ce soir, un plateau intergénérationnel avec Brice Couturier, ex-journaliste à France Culture, vous êtes maintenant chroniqueur au Point. Vous signez chaque semaine une revue de presse internationale. Vous avez publié plusieurs essais, notamment un essai qui va être évoqué dans cette émission. OK Millennial, enquête d'un baby-boomer sur les mythes de la génération woke, où justement vous répondez à cette injonction, cette interpellation OK Boomer que la jeune génération a tendance à lancer à ses aînés. Vous nous expliquerez en quoi consiste votre point de vue. Et vous avez publié également 1979, le grand basculement du monde, une enquête sur cette année fatidique dans l'histoire du monde. Maxime Sbahi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, expert associé à l'Institut Montaigne, auteur de 2 livres vraiment passionnants qui se recoupent, qui sont d'ailleurs 2 facettes d'un même problème. Le grand vieillissement aux éditions de l'Observatoire, où vous analysez le mur du grand vieillissement dans lequel notre pays est en train d'être projeté, notamment avec cette génération effectivement du baby-boom qui arrive à la retraite, moment que nous n'avons pas préparé collectivement, et votre dernier essai qui est les balançoires vides, le piège de la dénatalité, puisque ce grand vieillissement s'accompagne aujourd'hui d'une chute de la natalité et de la démographie, et ces 2 phénomènes sont évidemment complémentaires, on va y revenir. Bonsoir Anne de Guigné, vous êtes grand reporter au Figaro en charge de la politique européenne spécialisée en économie. Vous êtes l'auteur de Le capitalisme woke aux presses de la Cité en 2022 et ils se sont si souvent trompés au Rocher en 2023. Merci d'être parmi nous. Alors je voudrais qu'on débute cette émission en essayant de faire un point sur le constat, avant de débattre sur les solutions et peut-être sur les points de clivage. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur un constat de à quoi ressemble notre pays aujourd'hui, notamment cette fracture entre les générations? Et Maxime Sbahi, je sais que vous avez beaucoup réfléchi à la question. Alors je voudrais vous demander, est-ce que vous estimez que oui, aujourd'hui en France, il y a des inégalités intergénérationnelles fortes, une injustice entre les générations? Alors c'est une question qui est extrêmement compliquée parce que comparer des générations, c'est quasiment impossible. Les conditions ne sont pas les mêmes et puis on ne peut pas faire des bilans actifs, passifs du monde comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder les conditions et les opportunités, moi je suis économiste, économiques, socio-économiques, des générations d'aujourd'hui et de les comparer en fait avec celles de leurs parents et de leurs grands-parents. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des fractures générationnelles qui sont assez fortes dans la société et qui attisent des tensions qu'il faut, moi je pense, regarder en face. Et notamment ce retournement démographique qui n'est pas rien et qui explique une grande partie de ces fractures-là. Pour faire rapide et simple, il y a 3 grandes fractures, je pense, qui aujourd'hui affectent la jeunesse et qui font qu'il y a des comparaisons qui sont faites avec leurs parents qui sont, je trouve, très valables. La première, c'est le travail qui ne paye plus. Ça fait 15 ans aujourd'hui que le niveau de vie des actifs stagne. Sur les 15 dernières années, alors on a eu 3 crises économiques majeures, il faut quand même le rappeler. On a eu la crise financière de 2008, la fameuse grande récession qui a aussi frappé l'Europe. On a eu ensuite la crise de la zone euro, 2 années de récession derrière, la fameuse décennie perdue, et la crise du Covid, donc, qui a été aussi assez violente. C'est, depuis la Deuxième Guerre mondiale, aucune autre génération n'a connu une succession de crises aussi sévères, historiques, en l'espace de 15 ans. Et donc ça a en fait lancé les nouveaux actifs dans la vie avec un environnement de crise qui fait que le travail aujourd'hui ne permet plus d'élever son niveau de vie. Et c'est la première fois que ça arrive
arrive dans l'histoire de notre pays. Dans les années 70, vous pouviez doubler votre niveau de vie en travaillant en l'espace de 15 ans. Vous pouvez faire confiance à la croissance, à l'élan économique, au momentum de la société. Vous pouvez faire des enfants, vous pouviez déménager, vous pouviez vous dire de toute façon je fais confiance à l'avenir puisqu'il est porteur, c'est une marée montante sur laquelle je peux tout miser. Aujourd'hui, il faut 80 ans de travail pour doubler son niveau de vie. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose qui a complètement changé et qui fait que c'est la première génération depuis la libération qui effectivement n'arrive plus à augmenter son niveau de vie. La première génération, c'est quelle génération ? Alors c'est compliqué, on va peut-être avoir ce débat à côté, mais les millennials, on va dire, en tout cas ceux qui arrivent après les boomers, ceux qui sont les années 80-90 et qui sont les trentenaires, quarantenaires d'aujourd'hui, mais c'est très difficile de définir les générations, chacun a son propre périmètre, mais en tout cas ce sont les jeunes actifs, on va dire, jusque peut-être aux derniers étudiants. Donc ça c'est déjà un premier point qui est quand même... Et les autres points de fracture, La deuxième fracture, elle est immobilière. C'est peut-être la plus grosse d'ailleurs. C'est le marché immobilier qui s'est complètement retourné depuis les années 2000 et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, quand vous êtes jeune et que vous cherchez à accéder à la propriété immobilière, ou même à la location, la barre est devenue tellement élevée que vous êtes obligé de vous reporter sur des surfaces plus petites, sur le marché de la location. À l'époque où effectivement les baby-boomers ont profité de prix quand même immobiliers qui étaient abordables, qui permettaient quand même de pouvoir se loger, acheter un appart, encore une fois faire des enfants, je reviens dessus parce que c'est un sujet, vous savez, qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le taux de propriétaire, en fait, chez les jeunes, il a baissé. C'est-à-dire qu'il y a un effet générationnel qui a surplanté l'effet âge. Qu'on soit plus souvent propriétaire quand on est plus âgé qu'on est plus jeune, ça on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, ce qui est assez frappant, c'est que les plus de 60 ans sont plus souvent propriétaires que les générations précédentes, et les trentenaires, quarantenaires sont moins souvent propriétaires que les générations d'avant. Donc il y a une cassure assez forte qui là aussi crée quand même un sentiment de déclassement, de plus pouvoir acheter son toit, de plus pouvoir vivre, se loger dignement. Pour les étudiants, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, vous allez à Lyon, vous avez des étudiants qui habitent dans des campings parce qu'ils ne peuvent pas se loger, parce que les prix immobiliers ont tellement augmenté que en fait le marché s'est fermé pour eux. À Bordeaux, il y a des étudiants qui louent des places de parking aujourd'hui pour se loger. Il y a eu la métropolisation, il y a eu l'envolée des prix de l'immobilier avec l'activisme des banques centrales. Mais aujourd'hui, le pouvoir d'achat immobilier, depuis les années 2000 à aujourd'hui, il a été divisé par 2. Donc ça, c'est pas rien. Et ça, c'est pas fantasmé, c'est pas une réalité qu'on pourrait simplement mettre comme ça sur un post-it en se disant c'est rien. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, qui est visible, qui pèse, je pense d'ailleurs, sur les projets parentaux. Et la troisième fracture, elle est patrimoniale. On oublie souvent de le rappeler, mais quand on parle de vieillissement de la population, il y a un effet masse, donc effectivement une génération de baby-boomers qui est le rebond nataliste de l'après-guerre qui a duré 20-25 ans, qui a remonté toutes les classes d'âge et qui est aujourd'hui, qui arrive à 80 ans et qui part encore un peu à la retraite. La longévité fait qu'on hérite aujourd'hui à 55-60 ans, alors qu'à la libération, on héritait à 30-35 ans. Donc on héritait en début de vie active, vous héritiez, si vous aviez un peu de chance, d'un pécule, d'un appart, d'une voiture, enfin quelque chose qui vous permettait, vous voyez, de vous lancer dans la vie. Aujourd'hui, c'est de plus en plus des retraités qui héritent de retraités. Et donc la courroie de transmission patrimoniale entre les générations, elle est cassée. Elle joue plus du tout le même rôle d'avant. Et donc en fait, on a quelque chose d'assez bizarre, c'est que le patrimoine est de plus en plus concentré chez les plus âgés. C'est la règle des 3 x 60. Les plus de 60 ans, 25% de la population, détiennent 60% du patrimoine immobilier, 60% du patrimoine financier. Et ça, aucune génération, les parents des boomers, les grands-parents des boomers, n'ont jamais connu ça. Ils vivaient beaucoup moins longtemps et ils n'avaient pas effectivement cette accumulation d'épargne et de patrimoine. Et donc, quand vous regardez le logement, le travail et le patrimoine, oui, les jeunes générations aujourd'hui, elles ont l'impression d'être coupées de ça. Ça redéfinit le rapport au travail, ça redéfinit aussi la sensation d'appartenir dans cette société, de pouvoir se loger et d'avoir surtout assez de moyens pour se lancer dans la vie. Brice Couturier, qu'est-ce que vous répondez à ce constat fait par Maxime Bailly? Est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'appartenir à une génération qui a été privilégiée? Franchement, oui. Oui, effectivement, je reprends les 3 points. Le travail ne paye plus. De mon époque, il payait. Je repense au livre de Louis Chauvel, qui a été probablement le premier, avec Le destin des générations, à mettre l'accent sur la fracture qui séparait ma génération, celle du baby-boom, de la génération suivante, qui était plutôt la génération X. Il montrait quelque chose très clairement, ce sociologue et ce démographe. Et il montrait très clairement, lui il est né en 68, en plus c'est amusant, il montrait que le destin des générations
génération, le destin professionnel de chaque personne d'entre nous dépend du moment où il est rentré sur le marché du travail. Et ça, c'est vraiment décisif. Or, là, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Il me semble que la génération qui a été le plus sacrifiée, c'est la génération X. C'est-à-dire les gens qui sont rentrés sur le marché du travail en pleine crise, quand il y avait quelque chose comme 10% de chômage. C'est-à-dire les années... C'est les années fin 70, début 80. Oui. Où là, vraiment, il y a eu une crise encore plus grave qu'aujourd'hui, puisque beaucoup... un truc que montrait Chauvel qui est très intéressant, c'est que pour les gens de ma génération, quand vous aviez fait 2-3 ans d'études supérieures maximales, vous étiez sûr de finir cadre très vite. Il montrait que pour ceux qui étaient nés comme lui à la fin des années 60, au début des années 70, malgré une licence ou une maîtrise, vous n'aviez pas toujours une chance de devenir cadre. Donc effectivement, les revenus suivaient. Sur le patrimoine, sur l'immobilier, c'est évident. Je rappelle aussi qu'il y a eu d'autres générations avant la nôtre, celle du baby-boom, qui ont bénéficié d'une inflation formidable. J'ai l'exemple de gens de ma famille qui sont décédés aujourd'hui, mais qui ont pu acheter des maisons à une époque où, grâce à l'inflation, on remboursait très vite avec de la monnaie de singe. Moi, j'ai pas connu cette inflation-là et c'était plus difficile quand même d'accéder à l'immobilier. Moyennant quoi, ce que je constate, c'est que ce problème qu'on rencontre en France, il est international. Je voyais les chiffres aux États-Unis tout récemment. Effectivement, les baby-boomers sont propriétaires de 60% des logements. Mais je vous dirais, la faute à qui? La faute à des normes invraisemblables, à des associations not in my backyard, comme on est aux États-Unis. Dès que vous voulez construire quelque part, vous avez des associations écologistes, vous avez des gens qui ne veulent pas qu'on construise à côté de chez eux parce que ça va les gêner. Et on construit de moins en moins alors que la population augmente malgré tout avec l'immigration. Et c'est un des problèmes qu'on rencontre avec l'immigration, c'est qu'effectivement on ne peut plus les loger. On ne peut plus les loger parce qu'on construit trop peu. C'est pas la faute des baby-boomers s'ils sont propriétaires de leur logement, c'est la faute d'une avalanche de normes mis en entrave à la construction qui font que aujourd'hui il est difficile de construire et donc il est difficile de se loger tout simplement. Ça a fait monter l'immobilier de façon spectaculaire. C'est encore un privilège des baby-boomers parce que nous on a acheté nos maisons, nos appartements à des prix relativement raisonnables quand on était à l'époque où on était capable de se loger et qu'aujourd'hui on les revend très cher. C'est des grands... Là il y a un vrai problème parce que la plus-value réalisée est parfois plus intéressante que d'avoir travaillé. Je veux dire, j'ai vu ça à Londres en particulier. J'ai vu ça à Londres, j'ai vécu un moment. C'était évident, beaucoup de gens à Londres préféraient investir dans des coins paumés de la capitale parce qu'ils savaient que ça allait devenir à la mode parce qu'il y avait quelques bars un peu branchés et 10 ans ou 15 ans ou 20 ans après, ils revendaient 2 fois, 3 fois le prix qu'ils avaient payé pour acheter cet appartement. Et ces plus-values-là, c'est pas du tout lié au mérite, hein, c'est simplement la chance des circonstances d'acheter au bon moment et de pouvoir revendre. Voilà, donc avec cette nuance, je vous dirais, moi je pense plutôt que c'est juste après la génération du baby-boom que les choses se sont gâtées. Et deuxième, c'est pas une spécificité française. Oui. Je vois ça vraiment partout. Même si il va y revenir, peut-être que c'est aggravé par notre système de retraite. Mais ça, on va y revenir. Okay. Anne de Guigné, est-ce que vous êtes d'accord, vous partagez ce constat? Et est-ce que selon vous, il y a aujourd'hui... les retraités, en tout cas qui sont aujourd'hui les anciens baby-boomers devenus retraités, ont un niveau de vie, selon vous, supérieur à ceux des actifs en moyenne? Ça, il y a des stats, hein, donc je ne vais pas vous donner mon avis sur le sujet. C'est le COR, le fameux Conseil d'orientation des retraites, qui le mesure bien. Et en fait, ça évolue au fil des années, la différence entre le niveau de vie des retraités et des actifs. Et il y a eu un pic en 2019 où vraiment les retraités avaient globalement un niveau de vie supérieur aux autres Français. Depuis, ça s'est doucement réduit. Maintenant, on est à égalité. Et la tendance, c'est que ça va nous réduire. Alors, ils vont être bientôt inférieurs, et puis largement inférieurs s'il n'y a pas de réforme du système des retraites. Parce qu'évidemment, on en reparlera tout à l'heure, on va parler du système des retraites, mais avec ce système, il y a de moins en moins d'actifs pour financer de plus en plus de retraités, donc mécaniquement, les courbes se croisent. Donc on a connu en effet, et c'est vrai qu'on est resté très longtemps en France sur l'idée des retraités pauvres, qu'il fallait aider les retraités, et je pense qu'on est resté dans cet esprit. Bon là, ça fait bien 5 ans qu'on parle du fait que les boomers ont une vie facile, donc ce n'est plus le cas, mais je pense qu'on a été très longtemps dans ce présupposé et qui n'était plus le cas, hein, donc qui
à partir des années 2010, s'est inversé. Mais de nouveau, attention, il ne faut pas, au moment où justement les courbes se recroisent, on arrive tous à se dire, mais vraiment, les retraités sont des gens extrêmement privilégiés. En ce moment, les courbes sont en train de se recroiser. C'est égalité aujourd'hui, à peu près, le niveau de vie sont égales. Et puis, ils vont se recroiser, évidemment, mais pour les générations suivantes. Parce qu'il faut bien penser que les générations ne sont pas statiques. Chacun évolue gentiment d'année en année. Et donc, les fameuses générations X d'aujourd'hui, ce sont les retraités qui arrivent. Et moi, je partage pas mal l'analyse de Brice. Et j'avoue qu'un article de The Economist m'y a aidé, qui montrait que la génération sacrifiée, c'est la fameuse génération X. C'est celle qui vote d'ailleurs, je crois, le plus pour le Rassemblement national. Voilà. Et grosso modo, c'est les Américains qui adorent figer les gens en génération. Les X, c'est les nés entre 65 et 80. Et en fait, c'est la génération, c'est le moment où vous accélérez beaucoup dans votre carrière. C'est quand vous avez la trentaine ou la quarantaine. Ils y sont arrivés dans les années 2000, grande crise, donc des années 2008, la crise financière. Donc ces moments-là où vous avez vraiment fait des sauts de revenus, ils n'en ont pas bénéficié. Et puis vous avez aussi l'effet des marchés financiers qui ont été très mauvais dans les années 2000, des moments... Bon, évidemment, c'est plus pour le monde anglo-saxon, mais des moments quand même où vous épargnez, à ce moment-là où vos patrimoines peuvent beaucoup augmenter, tandis que là, quand même, ces dernières années, les marchés financiers sont bons. Donc les jeunes actuels ont beaucoup d'autres soucis, l'immobilier, mais ceux qui sont exposés aux marchés financiers pourront avoir, rendez-vous dans 10 ans, un patrimoine bien supérieur. Et d'ailleurs, il y a des chiffres de la BCE qui montrent que les fameux millennials ont un patrimoine qui a augmenté plus rapidement que la génération X ces 10 dernières années. Bon, tout ça, c'est des moyennes, c'est évidemment des moyennes, tout dépend des placements, donc c'est très compliqué. Mais je pense qu'il y a un point de rupture, vraiment. Il y a évidemment un sujet sur les générations d'après-guerre qui ont bénéficié des 30 glorieuses, une croissance à 5%, c'est merveilleux, une croissance à 5%, tout le monde, il y a pas de, là c'est merveilleux, tout le monde s'enrichit, c'est très facile. Et puis après, une rupture. Et puis après, différentes générations qui ont chacun leurs problématiques. Et les jeunes actuels, on verra, mais c'est possible que ce soit moins catastrophique. Maxime Sbailly, vous vouliez réagir. Que vous mentionnez de The Economist, il précise bien qu'il y a une divergence entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, on commence à voir effectivement que les nouvelles générations pourraient profiter. En tout cas, il y a un niveau de vie qui remonte, mais pas en Europe. Il y a comme les chiffres de la BCE. Enfin, on va pas faire. Oui, il y a une divergence entre les deux continents parce qu'il y a de la productivité aux États-Unis qu'on n'a plus en Europe. Sur les niveaux de vie des actifs et des retraités, alors c'est effectivement un débat méthodologique, mais quand on prend en compte le fait que quand même les retraités sont 3/4 propriétaires, donc ils n'ont pas de loyer à payer, ce qu'on appelle les loyers imputés dans la statistique, on retrouve quand même, ça dépend des années, mais c'est des fois supérieur, des fois équivalent. Mais c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que dans les années 70-80, personne ne se posait la question de savoir si les retraités et les actifs avaient le même niveau de vie. Il allait de soi que ceux qui travaillent ont un niveau de vie supérieur à ceux qui ne travaillent plus. C'est d'ailleurs la promesse un peu républicaine de dire c'est par votre travail que vous vous élevez et que si on arrive à un tel équilibre, il y a un petit problème de répartition de la richesse, parce que je rappelle qu'en France, ce sont ceux qui travaillent qui financent ceux qui ne travaillent plus. Et donc, à partir du moment où vous avez une égalité de niveau de vie, des taux d'épargne en plus des retraités qui sont plus élevés que chez les actifs, il y a quand même un petit problème là d'équilibre macroéconomique, mais aussi social. Rappelons quand même que les retraités français sont parmi les mieux lotis dans le monde. Il n'y a aucune autre époque et aucun autre pays qui ont mieux traité les retraités qu'aujourd'hui. Quand vous regardez les comparaisons internationales, la France est le pays où on part le plus tôt à la retraite, en comparaison, l'âge effectif de sortie du marché du travail, où on vit parmi les plus longtemps, on a une espérance de vie très élevée, et on a un taux de remplacement, donc le décalage entre le dernier salaire et la première pension, qui est parmi les plus élevés. Donc heureux comme un retraité en France, je dirais. Alors bien sûr, c'est des moyennes, c'est des généralités, mais il faut quand même rappeler ça. C'est un pays qui vraiment est un paradis pour retraités, tant mieux. Le Portugal aussi. Le Portugal aussi, d'ailleurs, beaucoup de retraités français qui vont vivre au Portugal, parce qu'ils sont exonérés d'impôts d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, entre-temps, la pauvreté, elle a changé d'âge. Dans les années 60, le pauvre était un vieillard en fin de vie. Et il faut relire Simone de Beauvoir, La vieillesse, c'était d'ailleurs des mouroirs, on les laissait abandonnés à eux-mêmes. Puis après, il y a eu le rapport Larocque en 1962 qui a appelé à une vraie politique de la vieillesse, qui a permis de, effectivement, mettre un système de retraite, enfin, en tout cas de réformer le système de retraite, de mettre des minima sociaux pour permettre justement de pouvoir permettre aux personnes âgées de pouvoir finir leur vie dignement. On a super bien réussi. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le minimum vieillesse, il est quasiment au niveau du seuil de pauvreté à 50%, si bien qu'aujourd'hui, on a 9%, je crois, de retraités pauvres, ce qui est le taux de pauvreté le plus bas de toutes les classes d'âge. La moitié des pauvres, aujourd'hui, a moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le pauvre, aujourd'hui, en France, c'est un étudiant, c'est une maman solo, famille monoparentale surtout, et donc ça s'est inversé. Et ce qui est très bizarre, finalement, c'est que le niveau de vie des actifs n'a pas vraiment augmenté sur les 15 dernières années, mais par contre, il a été rattrapé par le niveau de vie des retraités.
Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau et qui pose en fait question, parce qu'encore une fois, c'est les actifs qui, par leur fiche de paye et par des taux de cotisation records, financent en fait ce nombre record de retraités qui passent un temps record à la retraite. Et là, il y a pour moi un déséquilibre entre les générations qui est un peu, qui en tout cas interpelle. Justement, Anne de Guigné, on voit monter sur les réseaux sociaux un peu ce débat autour notamment de la figure de Nicolas. Nicolas qui paie. Nicolas, c'est le jeune actif de 30 ans, c'est un espèce de mème qui est né sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'archétype du jeune actif qui paye pour le reste de la population. Alors il paye à la fois pour l'immigration et ces fameux mèmes qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux du contrat social et pour moi, évidemment très caricatural, hein, mais l'idée derrière, c'est que voilà, c'est le jeune Nicolas qui paye pour toute la société. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance? Est-ce qu'il faut s'attendre dans les années qui viennent à une révolte de plus en plus montante des actifs, des jeunes actifs qui vont en avoir marre, en fait, effectivement, vous l'avez dit, de payer à la fois pour un système social, des prestations sociales qui vont extrêmement généreuses, qui vont, que ce soit le RSA ou au chômeur, etc., mais aussi ces retraites dont vous parlez et ces cotisations qui grèvent leur pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez que ce débat va monter ? Oui, mais d'abord, il faut voir, c'est un débat qui vient des États-Unis. Donc là, c'est la version française. En France, on l'a bien adapté à la France, mais c'est un débat qui était très fort depuis 7-8 ans aux États-Unis. Et c'est vrai que la version française est amusante, en effet, c'est tout à fait adapté à notre système. Mais Eugénie, je pense que vous avez raison, c'est un vrai sujet. Parce que si tous les Nicolas de France en ont vraiment marre et s'en vont, eh bien, le pays s'effondre, très clairement. On a besoin évidemment d'actifs. Et il y a eu quand même des moments, c'était sous François Hollande, il y avait des mouvements de jeunes actifs, barrez-vous. Évidemment, il faut avoir les moyens de s'en aller, hein, donc on n'est pas menacé d'avoir 20 millions d'actifs qui partent. Mais il faut faire très attention au système social. Il y a eu des moments, notamment, il y avait des mouvements qui sont évidemment très complexes, de personnes qui voulaient sortir de la sécurité sociale. Alors là, vous rentrez dans un combat de 15 ans juridique contre l'État, autant dire que vous dépensez beaucoup plus d'argent sur le sujet que vous en gagnez en sortant. Mais il faut faire très attention, en effet, que le système, globalement, reste acceptable pour ceux qui paient. Et les Français sont assez quand même, malgré... Il y a des mouvements marginaux, donc ces réseaux sociaux, évidemment, ça ne représente pas le pays. Il y a marginalement des gens qui s'associent pour se plaindre. Mais les Français restent quand même très placides. D'ailleurs, c'est pour ça que les investisseurs étrangers n'hésitent jamais à confier leur argent à la dette française, parce qu'on sait que les Français sont toujours prêts à payer les impôts. Ils ont un bon système fiscal aussi. Et les gens sont des très bons payeurs. Ils sont obligés. Oui, mais la confiance dans la capacité de l'État à récolter l'impôt. L'impôt est très bien réglé, mais jusqu'au moment où, en effet, il peut y avoir une rupture et où les Français peuvent en avoir assez. Donc là, on est vraiment aux prémices. Hein, ce genre de mouvement, c'est marginal. Mais ça me rappelle, il y a 10-15 ans, il y avait déjà des mouvements forts sur le thème « Quittons la Sécu ». Évidemment, si vous êtes très aisé, prendre une assurance privée, ça ne coûte pas rien du tout, mais au final, vous y gagnez. Et si vous êtes très aisé et en très bonne santé. Mais donc là, tout le système tient si tout le monde reste. Donc en effet, et ça pourrait tout à fait augurer de mouvements plus profonds. Est-ce que Thurier, quel regard vous jetez sur cette révolte des actifs qui ne veulent plus payer? On peut les comprendre, mais enfin, le problème, il n'est pas là, il est d'ordre démographique. En 1980, quand il y a eu la décision stupide d'abaisser l'âge de la retraite à 60 ans, en 1983, par François Mitterrand... Pardon, mais juste, je vous interromps, c'est quand même la génération des boomers qui a voté pour Mitterrand, qui a ensuite descendu la... Pas seulement, comment il réapparaît 2 fois de suite. Non, mais le fait est qu'en 1980, quand cette décision stupide a été prise, encore une fois, vous aviez 5 cotisants, 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, vous avez 1,7 actifs pour un retraité. Évidemment, le système n'est pas tenable. À un moment ou à un autre, il va y avoir une rupture. D'où le fait que la dette, le déficit des systèmes d'assurance de la retraite est de plus en plus important. Il est cette année de 6 milliards d'euros, il sera de 15 milliards d'euros en 2035 et de 30 milliards d'euros en 2045. En fait, ce sont des chiffres qui sont sous-évalués parce que l'État, en réalité, contribue largement aux retraites des fonctionnaires, aux pensions de retraite des fonctionnaires, et ça ne fait pas partie des chiffres du corps qui sont un petit peu cachés. Mais on voit bien que le système n'est pas soutenable à la longue, puisque le déficit d'aujourd'hui, c'est évidemment les jeunes de demain qui vont le payer, bien entendu.
comme la dette publique d'aujourd'hui sera payée par la fiscalité demain, les foyers fiscaux. Donc le système n'est pas soutenable. À un moment ou à un autre, il faut en changer. Je me souviens d'avoir étudié le système suédois qui a fait faillite dans des conditions qui sont probablement celles qui nous attendent. À un moment, l'État ne pouvait plus payer. Il y a eu des discussions mais les syndicats sont peut-être plus raisonnables là-bas qu'ils ne sont ici parce qu'ils sont réformistes. Et moyennant quoi, on est arrivé avec un système qui aujourd'hui est équilibré en Suède, un système avec 3 piliers, une pension d'État qui est basée à la fois sur les cotisants et sur une capitalisation, un complément versé par l'entreprise les entreprises auxquelles vous avez collaboré au cours de votre existence, et un système de capitalisation. Et j'espère qu'on va arriver à poser cette question un peu après, mais enfin, le système par répartition, quand on passe de 5 actifs pour un retraité à 1,7 actifs pour un retraité, il est évident qu'il ne peut pas tenir. Je suis d'accord avec vous. En fait, tout le problème qu'on a, c'est que le modèle social, ça va au-delà des retraites. Le modèle social tel qu'on l'a conçu à la Libération, avec un consensus politique des communistes aux gaullistes, c'était de dire 3 postulats démographiques, une pyramide des âges pyramidale. Ouais. Elle est plus pyramidale, elle est en train de s'inverser. Ouais. Des générations qui se renouvellent toujours, c'est plus le cas. Hein, on est 1,6 enfants par femme, on est en dessous de 2,1. Et une jeunesse majoritaire. Or aujourd'hui, les moins de 20 ans sont mis en minorité par les plus de 60 ans. Et donc en fait, on est resté calé sur ce modèle-là. Et la démographie a bougé. Je suis d'accord avec vous, c'est démographique. Et donc ça craque de partout. À cause de ça. Et il y a aussi le problème de la dépendance, hein, parce qu'on parle des retraites, mais en fait, la dépendance, on n'a pas la tuyauterie, on a la 5e branche de la sécurité sociale, mais ça va nous coûter 50 milliards par an à partir de la prochaine décennie. Et là, il n'y a rien qui est prévu. Qui va payer ça? Comment est-ce qu'on va financer ce besoin? Ce sont des drames humains, hein. C'est des familles qui ont besoin d'être accompagnées, des places alors, en EHPAD ou à domicile, ça c'est des gros débats ensuite, comment on gère ça, mais c'est ce risque de longévité qu'on n'a pas prévu et qui, au-delà des retraites, en fait, va nous mettre devant des situations, d'un point de vue d'une société, assez compliquées. Et donc, quand on dit qu'il faut élargir le financement de la sécurité sociale, c'est pas simplement des slogans, c'est parce qu'on le fait peser trop sur le travail. Vous l'avez rappelé, on a de moins en moins d'actifs pour de toujours plus d'inactifs. Et donc ça craque de partout. Les pays qui ont mis en place de la capitalisation, on va y revenir, mais ceux-là en fait sont moins à risque que nous, parce que nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a tout misé sur la démographie. Tout marche à la démographie. Oui, on est sensible au moins aléa démographique, et aujourd'hui on est en train d'être rattrapé par la dénatalité et le grand vieillissement, et c'est là où ça craque de partout. Je voudrais qu'on parle des conséquences politiques du grand vieillissement, parce que il y a cette une de Valeurs Actuelles cette semaine qui m'a amusée, on va la voir à l'écran, le vrai pouvoir des retraités, avec une dame avec une arme à feu montrant effectivement que ce sont les retraités qui aujourd'hui pèsent le plus politiquement, qui sont le plus pris en considération par les partis politiques. On a appris cette semaine, c'était d'ailleurs une enquête dans le Figaro de Cécile Gentilhomme, sur que les plus de 50 ans sont désormais majoritaires dans le corps électoral pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Et donc, parmi les Français en âge de voter, c'est une tendance qui ne devrait pas s'inverser d'ici la prochaine élection présidentielle. Ça pourrait même grimper jusqu'à 52,4%. Alors, Maxime Bailly, quelles sont les conséquences de ce vieillissement de l'électorat? Est-ce que ça ne grève pas pour toujours toute volonté de réformer en fait le pays, ou de rééquilibrer ces déséquilibres qu'on a constatés, parce que effectivement les retraités étant l'électorat par excellence des politiques, on voit même par exemple un parti comme les LR qui est très à cheval sur les équilibres budgétaires, ne vouloir indexer toujours les retraites sur l'inflation, comme Laurent Wauquiez l'a dit, parce qu'il ne veut pas toucher à cet électorat-là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la France vieillit et l'électorat vieillit aussi. Et d'ailleurs, je salue l'article de votre collègue Cécile Gentilhomme dans le Figaro la semaine dernière, parce que c'est rare d'avoir ces chiffres, et c'est une très belle enquête. Effectivement, les plus de 50 ans sont pour la première fois en majorité absolue dans l'électorat français. C'est jamais arrivé avant. Mais c'est même plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez la composition, les plus de 60 ans, c'est aujourd'hui 35% de l'électorat. C'est plus que les moins de 40 ans, et c'est 2 fois plus que les moins de 30 ans. Les moins de 30 ans, dans 1995, c'était 24% d'électorat. Aujourd'hui, c'est plus que 17% de l'électorat. Et donc, vraiment, il y a une déformation qui, en plus, est renforcée par le fait qu'on le sait, la participation, la mobilisation, et encore plus, avec l'âge, augmente. Et donc, aujourd'hui, en fait, même si tous les jeunes iraient voter,
ils ne représentent que 17% de l'électorat français. Donc ils sont devenus quasiment négligeables en fait. Et pour un homme ou une femme politique, pour parler en termes un peu de choix public, il est 2 fois plus rentable d'aller parler aux retraités qu'aux autres. Et donc ça, le risque bien sûr de ça, c'est qu'effectivement on ait une dérive gérontocratique où on n'ose plus toucher aux retraites, on n'ose plus peut-être faire certaines réformes qui iraient à l'encontre des intérêts d'une population vieillissante pour l'avenir du pays. Et moi ça m'inquiète ça parce qu'on n'a pas de force de rappel contre ça. Et on le voit très bien sur les débats sur les retraites. Vous avez vu, on a quand même un gouvernement qui est tombé sur quelque chose d'assez banal qui est l'indexation des retraites. C'est pas, je veux dire, les défis qu'on a aujourd'hui à relever, l'indexation des retraites, c'est quand même pas voilà, c'est un peu le cadet de nos soucis. Et pourtant, le gouvernement est tombé là-dessus. Ça montre à quel point le sujet est devenu sensible. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre d'hommes et femmes politiques qui, derrière des portes fermées, vous disent en fait la solution la plus efficace pour couper réduire la dépense publique et la plus juste, c'est de toucher aux retraites. Mais je ne peux pas le dire parce que je ne vais pas être réélu. Vous savez, il y avait Jean-Claude Juncker qui avait cette phrase pendant la réforme, pendant la zone euro, la crise de la zone euro, qui disait « On sait tous quoi faire, mais on ne sait pas comment être réélu en le faisant ». Et donc, en fait, le problème, c'est que la démographie fasse basculer la démocratie, effectivement, dans une forme de gérontocratie. Et ça peut être inquiétant. Alors après, on peut toujours espérer que chacun vote pour le long terme et contre ses intérêts, mais enfin bon, il faut être quand même, je pense, réaliste. Et donc, le risque est bien réel. Aujourd'hui, d'ailleurs, la dépense publique est de plus en plus orientée vers les retraites et la santé. Je rappelle que 44% de la dépense publique aujourd'hui, c'est les retraites et la santé. Oui, et je voudrais revenir sur un épisode il y a 5 ans, c'était le Covid. On a fermé le pays avec le confinement. On a quand même fait un sacrifice collectif pour, quelque part, sauver les personnes âgées, mais c'est un choix d'ailleurs, et plus fragiles. Est-ce que ce n'est pas une solidarité générationnelle, là aussi, qui s'est exercée dans un sens et toujours dans le même sens? Vous demandez la réciprocité, si je comprends bien. Je demande... peut-être qu'il 5 ans plus tard, il faut... C'est quand même la source de notre déficit aussi aujourd'hui. Oui, mais arrêtez. C'est un choix emblématique. Je vais essayer en utilisant un autre économiste que vous, qui est Éric Chanet, qui a fait une série de papiers dans Telos qui répond un peu à vos arguments. Et il me semble que... répondu d'ailleurs dans un papier. Oui, j'ai vu aussi. Sur Telos EU, c'est un site à suivre. Pour les gens qui s'intéressent, il est vraiment excellent, Telos. Telos-EU. Éric Chanet dit la chose suivante. C'est gentil de vouloir dire que le gâteau est à somme nulle, le gâteau est limité. C'était le raisonnement stupide qu'avaient fait les socialistes dans les années 80. Le taux d'emploi, enfin le volume d'emploi est limité et il faut donc le diviser et que donc la solution ça aurait été effectivement de travailler moins, de prendre sa retraite plus tôt et comme ça tout le monde, il n'y aurait plus de chômage. On a bien vu que c'était vraiment la solution la plus stupide puisque moins on travaille, moins on produit, moins on peut distribuer de richesses. Les gens qui nous disent il faut que les retraités payent pour les caprices qu'ils ont eus dans leur jeunesse oublient un élément important. Il suffirait simplement qu'il y ait plus de gens au travail en France, c'est-à-dire le même nombre, le même pourcentage de population active réellement employée en France que celle qu'on a en Suisse, en Suède, dans des pays normaux, quoi. À ce moment, il n'y aurait plus de problème de financement des retraites. Mais on ne s'attaque jamais à ce problème-là. Le problème de la France, c'est pas tant que les retraités sont trop riches. Ils ne sont pas trop riches, je suis désolé. Simplement, le problème de la France, c'est que les moins de 25 ans ne sont pas au travail, les plus de 55 ans sont jetés hors du travail et qu'entre les deux, on se débrouille pour essayer de travailler. Mais le problème de la France, c'est ça. C'est qu'on a... Et puis, le chômage est extravagant dans notre pays. Il n'a jamais été réellement combattu. Si j'avais... Ce que disait... je vais vous citer quelque chose. Si les Français travaillaient autant que les Suédois, les Néerlandais ou les Suisses, non seulement les actifs seraient mieux rémunérés, mais les finances publiques seraient proches de l'équilibre, comme l'a souligné Gilles Berset, le président du Conseil d'orientation des retraites. Donc la question, c'est pas de voir comment on peut découper le gâteau de manière à ce que les gens au travail aient plus et les retraités aient moins. Le problème, c'est simplement d'augmenter le gâteau pour qu'on puisse continuer à financer les retraites, parce que moi, j'ai pas l'impression que les retraités soient tous des millionnaires qui jouent au golf et qui partent en croisière, honnêtement. Ça, c'est quand même une caricature un peu facile et agiter après la lutte des classes, la lutte des générations pour essayer d'animer le débat public ne me paraît pas très opportun. Si vous avez voulu répondre, peut-être. C'est intéressant, moi je suis d'accord sur le taux d'emploi. Il faut qu'en fait... alors on a une population active qui ne croît quasiment plus et qui va d'ailleurs décroître sur la prochaine décennie, parce que la dénatalité, ça fait 15 ans qu'on a les naissances qui baissent. Cette population active ne travaille pas. Alors le taux d'emploi aujourd'hui en France n'a jamais été aussi élevé.
D'ailleurs, ça contredit... Par rapport à nos voisins, on est très en dessous quand même. Historiquement, il n'a jamais été aussi élevé. Grâce à Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, quand on nous dit qu'il y a une épidémie de flemme ou qu'il y a la grande démission, que les jeunes sont fainéants, en fait, c'est archi faux parce que justement, on n'a jamais eu autant de personnes en âge de travail qui travaillent. Donc déjà, ça, je pense que c'est quelque chose effectivement important à rappeler. Sur l'employé senior, moi, je travaille beaucoup là-dessus. Effectivement, on est en retard sur l'employé senior parce que on revient à Mitterrand, on s'est mis comme horizon collectif 60 ans, c'est la retraite, j'arrête de travailler. Moi, j'ai travaillé dans 5 pays différents. Il n'y a qu'en France qu'on estime qu'un quinquagénaire, c'est un pré-retraité qui est en fin de carrière. C'est le seul pays au monde où j'ai vu ça. Et ça, c'est effectivement un imaginaire collectif de la part de l'employeur, mais aussi de l'employé, qui en fait, ce qu'on appelle l'effet horizon, qui en fait presque s'auto-censure et pense que sa carrière est déjà finie à 50 ans. Donc là, il y a tout un chemin, une bataille culturelle à mener. Absolument. Et le gouvernement actuel le fait plutôt bien. Là, il y a un dernier accord intersyndical. Tous les syndicats ont signé. C'est assez rare d'ailleurs pour le dire avec un CDI senior. Donc il y a des choses qui bougent. Par contre, c'est les plus de 60 ans, là où vraiment ça pêche. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, le taux d'emploi des plus de 60 ans était le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les pré-retraites, Mitterrand qui est passé par là, et toute cette vision effectivement que vous condamnez à juste titre de dire on va baisser l'emploi des seniors pour augmenter celui des jeunes en croyant que c'est un gâteau à somme nulle, effectivement, ça nous a mené avec une espèce de courbe en U où aujourd'hui, on revient à peine 50 ans plus tard au taux d'emploi qu'on avait. Donc on a perdu beaucoup de temps. Et effectivement, il faut pousser. Le meilleur moyen aussi de pousser ça, et ça les autres pays l'ont compris, c'est l'âge de départ à la retraite. Plus vous repoussez l'âge de départ à la retraite, alors l'âge de départ à taux plein ou pas, face à après on peut en discuter, mais plus vous repoussez l'horizon et plus vous gardez les gens plus longtemps au travail. D'ailleurs, les générations aujourd'hui... L'espérance de vie augmente, ça serait logique, non ? Exactement. Le Danemark vient de repousser l'âge de départ à la retraite parce qu'ils estiment que l'espérance de vie doit être corrélée à l'âge de départ à la retraite, ce que nous, on ne fait pas. Nous, on a complètement décorrélé l'âge de départ à la retraite de la démographie et de l'économie. On en a fait un totem politique idéologique qui fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, qu'on est d'ailleurs le dernier pays en Europe à savoir s'il faut partir à 60 ou à 62 ans, là où tous les autres ont déjà pris le bateau, et nous on arrive en retard. Donc je suis d'accord sur le taux d'emploi, mais par contre il y a un problème, c'est le coût du travail. Et le coût du travail, on revient quand même sur le financement des retraites. Aujourd'hui, 28% du salaire brut part dans le financement des retraites. Donc moi je veux bien qu'on augmente le taux d'emploi, mais les retraites, c'est sur la fiche de paye, et ça coûte extrêmement cher, et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc il y a quand même, je pense, un équilibre à retrouver pour retrouver un taux d'emploi, et un équilibre aussi entre les actifs et les retraités. Anne de Guigné, vous êtes d'accord sur l'idée qu'on glisse vers un système peut-être gérontocratique en France, d'un point de vue démocratique ? Les chiffres le prouvent. On a eu des vrais moments de gérontocratie en France, par exemple, à la Restauration. Vous savez, vous avez toute la jeunesse qui est morte sous Napoléon, pendant la Révolution, puis là, vous voyez des rois de 70 ans qui reviennent, entourés de vieux ducs, tout le monde. C'est étonnant, là, il y a eu 15 ans, là, où le pouvoir est entièrement de gens très âgés. Mais à ce moment-là, vous avez quand même la jeunesse qui revenait. Et là, à la fois, la jeunesse est très... C'est pas le cas, on a un président quand même très jeune, on a eu Gabriel Attal, mais c'est sûr que les grandes politiques économiques, en tout cas, sont plutôt faites en faveur des électeurs et donc des personnes plus âgées. Et ça se voit notamment sur la gestion des finances publiques, qui, évidemment, l'endettement... Enfin, c'est très basique de le dire, mais c'est vrai. Quand on dit les enfants paieront, mais c'est complètement vrai. Financer le quotidien de l'État et la protection sociale par la dette, financer des investissements pour le futur, l'IA, un coup fin, c'est normal. De dire les enfants en profiteront et on les endette. Mais financer les retraites d'aujourd'hui, notre santé d'aujourd'hui par la dette, c'est quelque chose qui est démentiel. En fait, ça veut dire que les enfants auront leurs propres soucis et on comprend depuis le temps qu'on se parle que ça va être très compliqué vu la démographie. Et en plus de leurs problèmes à eux, de leur génération, ils financeront encore notre santé à nous, nos retraites. Donc là, c'est des sujets qui devraient être vraiment au cœur du débat public et dont personne ne parle parce que voilà, ceux qui ne sont pas nés ou les petits, évidemment, ne sont pas en train de... Donc il y a ces sujets-là, mais ce qui est intéressant, c'est que si les personnes âgées tenaient vraiment aussi les rênes, on aurait fait la dépendance, ce qu'on n'a pas fait. Donc on voit bien, en fait, il y a, je trouve aussi globalement une courte vue dans ces questions. Donc on voit qu'on gouverne quand même pour l'année présente, et même voire à 5 ans, le trimestre. En ce moment. Et ce qui est quand même un peu triste, c'est que beaucoup d'autres pays se sont retrouvés dans notre situation. L'Allemagne de Schröder, ça ressemblait beaucoup économiquement à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a eu des réformes très fortes à ce moment-là pour préparer l'avenir. Bon, l'Allemagne a d'autres problèmes aujourd'hui, mais quand même, il y a eu 20 ans... Et comment expliquer, justement,
cette espèce d'aveuglement, ce manque d'anticipation. Parce que quand je lis le livre blanc sur les retraites de Michel Rocard en 1991, voilà ce qui est écrit noir sur blanc. Laisser évoluer de manière incontrôlée les dépenses des régimes de retraite et les prélèvements sociaux, c'est se résigner à l'inacceptable. La déformation continue du partage du revenu au bénéfice des retraités au détriment des actifs, la rupture de l'équité entre générations, la croissance future obérée par les risques de dégradation de la compétitivité et la désincitation à l'épargne et à l'activité. Bon, il y avait déjà tout en 1991. Pourquoi la... Mais je pense peut-être... Il disait, la réforme des retraites, il y a de quoi faire tomber 2 ou 3 gouvernements. Mais il a dit ça, Rocard. Comment vous expliquez que... Il savait aussi que politiquement, c'était très très sensible. Je pense qu'il y a un sujet avec la répartition. En fait, la répartition, qui a ses qualités, honnêtement, entre répartition et capitalisation, tout dépend des critères économiques. Grosso modo, quand la croissance est forte, la répartition, ça marche bien. Quand le taux d'intérêt est élevé, la capitalisation, ça marche mieux. Mais il y a un sujet psychologique qui est que l'État gère tout. Donc, quand vous avez un système par répartition, vous vous dites, donc la seule façon de vous mobiliser, c'était avec les syndicats, d'aller crier dans la rue quand on veut faire une réforme des retraites. Et moi, je pense que le système par répartition a quand même créé une culture en France de l'affrontement sur ces sujets et une forme de déresponsabilisation. Parce que voilà, l'État est responsable, donc si ça se passe mal, c'est la faute de l'État. Et votre seul levier, c'est de protester dès qu'on veut faire une réforme. Et sans doute que du coup, il y a cette fameuse fond d'inculture économique dont on parle souvent pour la France, mais moi je pense que c'est par les retraites quand même que chacun, on voit bien dans les pays anglo-saxons, vous allez dîner dans une famille américaine de la classe moyenne, les gens parlent des actions, chacun a son portefeuille, d'ailleurs ils vous interpellent sur les capitalisations européennes, vous demandent des conseils, c'est très impressionnant. À dîner basique aux États-Unis, vraiment les gens sont imprégnés de culture financière parce qu'ils pensent à leur retraite et ils regardent tous les mois où en sont les évolutions. Et donc je pense que là, quand même la répartition a déresponsabilisé globalement et on est rentré dans cette culture du rapport de force. Sans compter que les pensions de retraite aux États-Unis, c'est un outil formidable pour l'investissement dans les entreprises qui nous fait défaut à nous. Nous, le marché financier est complètement saturé parce que l'État est surendetté et passe son temps à assécher les capitaux disponibles. Les fonds de pension, les fonds de pension des retraités américains, c'est des sommes colossales qui permettent d'investir dans les entreprises, dans les activités d'avenir. Donc il y a Oui, exactement. Donc, mais je veux dire, c'est gagnant-gagnant. Un, parce que quand vous capitalisez pour votre retraite, vous mettez de l'argent de côté que vous voyez. Je vois en Suède, tous les ans, vous recevez un bilan exact de ce que vous avez déjà gagné. Ce qui permet aussi une grande souplesse dans les départs en retraite. Parce que vous pouvez voir en Suède, vous pouvez vendre la retraite, c'est 65 ou 67 ans, mais vous pouvez la prendre avant. Si vous estimez que vous avez déjà mis suffisamment d'argent de côté et que l'État vous doit déjà suffisamment d'argent pour pouvoir vous retirer plus tôt. Moi, je pense que vraiment, l'idée d'un âge décisif légal de départ en retraite est une absurdité parce que ça dépend du métier que vous avez exercé. Je vois des gens au CNRS qui sont mis à la retraite à 65 ans, ils viennent juste d'apprendre les bases de ce qu'ils étaient censés connaître et on les met à la retraite, ils sont furieux. Enfin, ils peuvent rester jusqu'à 67 ans, paraît-il. Mais enfin, il faut demander. C'est absurde d'un âge légal. Il faudrait au contraire avoir une souplesse totale et faire en sorte que celui qui veut vivre avec une pension de retraite moindre puisse partir plus tôt et bénéficier d'une longue espérance de vie. Celui qui veut travailler jusqu'à 75 ans puisse le faire. Il y a une absurdité là, vraiment, un manque de souplesse. On voit bien que ce système de répartition, il va dans le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Mettre un système par capitalisation, mais on sait que c'est très difficile de passer d'un système de répartition à un système par capitalisation. Il faut trouver une manne qui puisse financer ça. Et déjà, il faut comprendre pourquoi le système par répartition aujourd'hui pose problème. On a parlé de la démographie, mais il y a aussi un problème d'inéquité intergénérationnelle là aussi. Alors vous avez rappelé, on s'endette aujourd'hui pour payer les retraites. C'est une aberration totale. Vous mentionnez les chiffres de la Cour des comptes. La Cour des comptes, quand ils font les calculs, c'est 470 milliards d'euros d'ici à 2050 qu'on va rajouter juste parce qu'on est incapable d'équilibrer le système des retraites. Encore une fois, c'est pas, on n'investit pas dans l'IA, dans les écoles, dans les hôpitaux, non, c'est... Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que là, on est en constat de... Donc déjà, il faut arrêter de s'endetter, donc il faut rééquilibrer les comptes. Et puis, on est en train d'asphyxier les actifs. Encore une fois, c'est la fiche de paye des actifs aujourd'hui qu'on paye ça. Donc, on fait rougir les comptes publics et en même temps, on asphyxie les actifs. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Et puis, il y a un problème, c'est que le taux de rendement du régime des retraites, il baisse génération après génération. Les générations de l'après-guerre, les baby-boomers, ont un taux de rendement 4 fois plus élevé que ma génération. Donc c'est un système qui marche plutôt bien pour une certaine génération, qui d'ailleurs sera partie
plutôt à la retraite que ses parents et ses enfants, c'est la seule. Et la génération à laquelle j'appartiens, vous aussi finalement, enfin celles qui sont encore actives aujourd'hui, en fait, on cotise plus que nos parents. On va partir à la retraite plus tard et on a des retraites inférieures. Donc en fait, on est perdant sur les 3 tableaux. Non, mais excusez-moi de rappeler. Cessez de nous déprimer, donnez-nous des solutions. C'est quand même, voilà. Alors ensuite, il y a effectivement la question de la capitalisation. Alors moi, j'aime bien ces questions-là, mais je trouve que sur la capitalisation, on présente ça un peu comme une solution magique. Or, c'est pas du tout une solution magique. C'est pas du tout une solution magique. Déjà parce que pour passer de l'un à l'autre, c'est extrêmement compliqué puisque la répartition est en flux tendu. Un pilier. Alors un pilier, ça implique à taux de cotisation égaux. On ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais à taux de cotisation égaux, il faut baisser les cotisations si on ne veut pas qu'il y ait une double cotisation. Donc ça veut dire baisser les retraites. Et là, on revient sur le problème. Donc il y a une génération sacrifiée. Oui, et donc il va falloir trouver un nouvel équilibre, mais qu'on le veuille ou non, il va falloir demander un effort aux retraités. Alors après, la question, c'est de savoir comment on va le faire. Est-ce que c'est les 10% d'abattement? Est-ce que c'est une désindexation? Est-ce que c'est, moi je suis pour aussi une solidarité intragénérationnelle chez les retraités, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une taxation uniquement sur les retraités pour que les plus aisés aident les retraités les plus pauvres et qu'on arrête de financer le déficit par les actifs. Vous voyez, donc on peut imaginer aussi des choses, passer de l'intergénérationnel à l'intragénérationnel, ça me paraît quelque chose d'intéressant à creuser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rester comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire confiance à la démographie, on ne peut pas faire confiance à la productivité parce qu'elle est plate, surtout en France, la croissance, elle n'est plus là, et on a un gâteau qui grossit plus et qui est de plus en plus redistribué vers les personnes âgées. Donc il y a vraiment un sujet. Donc oui, tentons la capitalisation. Je pense qu'il faut complètement dépolitiser l'indexation des retraites. C'est quand même aberrant. Sur les 2 derniers budgets, on a augmenté les retraites 5 fois en 3 ans et on a coupé dans les dépenses d'enseignement supérieur et de la recherche. Donc en fait, on augmente les dépenses courantes, des dépenses qui sont censées être équilibrées, et on va couper dans les dépenses d'avenir. Je veux dire, un pays qui fait ça, c'est pas un pays qui a vraiment confiance dans sa jeunesse et dans son potentiel. Donc il faut arriver à dépolitiser ça, il faut arriver effectivement à mettre un petit peu de capitalisation, mais ça demande de faire de la place sur la fiche de paie des actifs et donc de réduire le coût des retraites aujourd'hui, donc de demander un effort aux retraités. C'est compliqué à dire, mais voilà, il faut le faire. Et effectivement, mettre en place peut-être des autres mécanismes de solidarité intragénérationnelle. Sur la dépendance, j'y reviens parce qu'encore une fois, la dépendance, c'est quand même le gros sujet qui vient. Les premiers baby-boomers ont 80 ans, c'est des pertes d'autonomie. Il faut les accompagner, il faut aider les familles, il faut leur permettre de vivre leurs dernières années dans la dignité. Et ça, il y a des solutions. Alors peut-être mobiliser leur patrimoine. Et donc, ça, c'est l'immobilier, c'est le patrimoine financier. Leur demander en fait de payer la facture eux-mêmes. Ou il y a des solutions assurantielles, qui est de dire une assurance obligatoire de dépendance dès que vous avez 50 ans. Qu'il faut peut-être prendre en charge pour mutualiser ce nouveau risque-là. Mais la tentation, moi j'ai peur, c'est que ce soit les actifs qui vont se retrouver à devoir payer encore une fois la facture. Nicolas. Et Nicolas, il n'en peut plus. Voilà, Nicolas, son niveau de taxation, il est très élevé et la solidarité intergénérationnelle, elle n'a jamais coûté autant aux jeunes en fait. C'est la première fois qu'une génération de jeunes actifs doit payer autant, doit sacrifier autant de son salaire aux retraites, à la dépendance, à la santé. Et donc ça, on ne peut plus continuer comme ça parce qu'au bout d'un moment, on risque d'avoir, je ne sais pas si c'est un exil massif ou une grande démission où tout d'un coup les actifs se mettent tous en grève. Mais c'est la grenouille, vous savez, dans l'eau chaude, l'eau qui commence à chauffer, à bouillir, et en fait c'est trop tard pour sortir de l'eau chaude. Et voilà. Donc c'est compliqué. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas une baguette qui vous permet de tout régler, mais je pense qu'il faut prendre des décisions radicales, sinon on va vraiment dans le mur. Anne de Guigné, vous pensez que c'est possible de passer à la capitalisation, de changer de système? Parce qu'on voit bien que le système par répartition, il est mort aujourd'hui, enfin, il est dans une impasse totale. Comment on fait si on veut passer dans un autre système? Ça coûte très cher l'année de la bascule, parce que, grosso modo, donc ça, si vous demandez à la génération qui passe à la retraite cette année-là, si vous demandez aux actifs de passer en capitalisation, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils ne paient plus les retraites. Donc évidemment, c'est compliqué. Il n'y a plus les retraites de gens qui sont à la retraite. Il faut aller évidemment en sillon. Et l'idéal, c'est d'avoir une soulte. Il faut avoir idéalement 50 milliards à mettre pour faire la bascule. Évidemment, ce qu'on n'a pas en France. Donc c'est faisable. Ça devrait être un grand sujet de la prochaine présidentielle. Mais là, on voit bien, on ne va pas parler des sujets budgétaires, mais là, on voit les débats budgétaires actuels sont très très loin de ces sujets-là. Ça coûte très cher, mais il faut le faire. Mais évidemment, en pilier, il faut garder la répartition, il faut le faire. Et on voit quand même chez les jeunes,
il y a vraiment conscience. Le PER, donc c'est un plan épargne-retraite, qui aujourd'hui, qui est évidemment pas obligatoire, est très populaire, notamment chez les jeunes actifs, qui mettent 100 € par mois. Et même le gouvernement a été très étonné de la rapidité avec laquelle les gens ont souscrit des PER. C'est-à-dire que les gens ont conscience qu'ils n'auront pas forcément une bonne retraite et qu'ils doivent les jeunes épargner. Conscience, ça va être compliqué, beaucoup pris de... Les chiffres sont très étonnants. Donc dans le débat, il y a une maturité sur le sujet, mais évidemment, il ne faut pas... Alors que la dépendance arrive, vous savez, une maison de retraite, c'est facilement... Une maison de retraite très modeste, c'est facilement 2 000 €. La retraite moyenne en France, c'est juste en dessous de 2 000 €. Donc les équations, elles sont compliquées absolument pour tout le monde. Donc on peut le faire, mais il faut à un moment donné débloquer. Moi, je crois que ça devrait être une priorité. Et puis pour quand même garder un peu d'espoir, puis l'école quand même, la productivité peut revenir, la croissance peut revenir. La natalité peut revenir. Voilà. Et puis, mais c'est des sujets de long terme. Je pense quand même qu'il faut investir à fond sur l'école, en se disant que non, mais la France peut revenir. Mais on a quand même la moitié de notre spectre politique actuellement qui prône la retraite à 60 ans. Oui, et ça, évidemment, ça n'aide pas au débat. Et non, mais d'ailleurs, quand on les prend en one-to-one, ils disent évidemment qu'ils ne peuvent pas dire ça, mais non, mais ça c'est vrai que c'est assez déprimant. Il y a une irresponsabilité sur ces sujets-là, une démagogie qui est complètement regrettable et qui n'aide pas. Mais bon, écoutez, soyons optimistes. Peut-être que la prochaine présidentielle va nous permettre de mettre tout ça. Je laisse le dernier mot à Brice Couturier sur le senior. Voilà, le senior de notre débat sur la capacité ou pas d'être optimiste. Alors, moi, je suis hostile à ce que vous proposez, c'est-à-dire la solidarité intragénérationnelle, à savoir que les riches retraités financent les retraités les plus pauvres. Pourquoi ? Parce que les riches retraités, c'est simplement ceux qui ont cotisé le plus longtemps et qui ont cotisé le plus et le plus longtemps. Il est logique que les gens qui ont pris leur retraite à 70 ans touchent des pensions de retraite supérieures à ceux qui l'ont prise à 60, simplement parce que leur espérance de vie est plus courte. Donc je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Les riches retraités, c'est simplement des gens qui ont cotisé davantage, donc il est logique, comme ils ont travaillé plus longtemps et avec plus d'activités, souvent en multipliant les activités, touchent des pensions supplémentaires. Du patrimoine, je prends en compte pas seulement les revenus, aussi le patrimoine. Deuxièmement, pourquoi je suis contre et qu'est-ce que je propose en échange de votre projet ? Pour moi, encore une fois, pour des raisons de souplesse, de choix, de liberté de choix individuel, je pense que la retraite à points était la solution. Hélas, elle a été écartée en France, elle existe dans beaucoup d'autres pays européens, mais la retraite à points, c'est fait que vous savez toute votre vie ce que vous aurez au moment où vous voudrez partir et vous choisissez le moment où vous voulez partir. Je suis d'accord avec vous, mais c'est fini, ça a été enterré. Il faut remettre ça sur le tapis. En fait, si on le fait maintenant, c'est trop tard. Là. Il aurait fallu le faire, effectivement. Oui, c'est un peu tard. Mais là, c'est trop tard. On est face au mur. Moi, je suis pour un mélange de retraite à points d'une part et d'autre part de capitalisation. Mais parce que le système français où tout le monde doit partir au même moment est évidemment une absurdité totale. Encore une fois, le type qui a travaillé dans le secteur du bâtiment est épuisé à 60 ans. Celui qui était ingénieur au CNRS, devrait pouvoir travailler jusqu'à 70 voire 75 ans. C'est le moment où il est le plus intéressant. Parce qu'encore une fois, il a fait le tour de son sujet. Donc, moi, je pense que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pourquoi pas remettre sur le tapis Parce que c'est comme la capitalisation, la bascule est très compliquée à faire. Oui. On a 18 millions de retraités, ils sont déjà à la retraite aujourd'hui. Et il faut qu'on paye les pensions. On peut le faire de manière très progressive. Alors, on peut le faire très progressive, mais du coup, ça concernera les générations d'après. Et l'effet budgétaire, il ne sera pas immédiat. Tant pis pour vous, mais ceux qui ont 20 ans aujourd'hui seront contents qu'on ait choisi ce système-là. Ça va empirer. Quand ils auront 50 ans de plus. Donc moi, c'est ça ma piste privilégiée. Écoutez, merci en tout cas pour ce débat absolument passionnant et qui, je pense, va continuer à se poser dans les années qui viennent. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de ce système de retraite et de cette impasse dans laquelle nous nous trouvons et des solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Je vous remercie sincèrement pour ce débat parce que je trouve qu'il n'est pas assez posé dans le débat, dans l'espace public et que c'est bien qu'on puisse confronter des points de vue différents sur ce sujet souvent caricaturé ou tabou. Merci à tous les trois. Merci à tous les téléspectateurs de nous suivre sur le Figaro TV. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes, à les partager, à les recommander à vos amis. La semaine prochaine, l'émission portera sur le risque, l'éloge du risque. Justement, dans une société vieillissante, est-ce qu'on peut encore prendre des risques ? Les invités seront Catherine Von Hoffelen et Pascal Bruckner. On parlera justement de cette société averse au risque dans laquelle nous vivons. Très bonne soirée à tous sur le Figaro TV et à la semaine prochaine.